Je vous propose que l'on démarre et puis les participants vont finir d'arriver dans le webinaire au fur et à mesure des présentations. Donc, bonjour à tous, je suis Aurélie Pécaud, j'animerai ce webinaire consacré à l'action sociale extra-légale. Ce webinaire vous est proposé par la Mutuelle Générale des Affaires Sociales Mutuelle Europe, qui donc est représentée aujourd'hui par Monsieur Laurent Azoulay, son directeur général, et Madame Catherine Gaucher, qui est directrice du marketing et de la communication de la mutuelle. Nous avons la chance ce matin d'accueillir Monsieur Jacques Buisson, qui est administrateur à l'UNAF et qui est également chef de file de l'UNAF à la Caisse nationale des allocations familiales, la CNAF, donc qui expliquera voilà, son expérience, lui, de représentant familial au sein des commissions d'action sociale. Et puis, nous avons également la chance d'accueillir Karine Guet, qui est assistante sociale dans une entreprise qui s'appelle Ariane Résoudre Ensemble et qui va donc nous expliquer eh bien, ce qu'est l'action sociale extralégale, ce que l'action sociale extralégale incorpore et sa différence avec tous les dispositifs légaux que nous connaissons. Comme vous avez pu le voir au moment où vous êtes entré dans ce webinaire est filmé. Voilà, donc pour les gens qui ne pourront pas suivre ce webinaire, un film sera mis à disposition par l'AMGAS et les intervenants vont répondre à vos questions, les questions que vous avez pu poser préalablement au moment de leurs interventions. Et puis, tout au cours de ce webinaire, vous pouvez poser vos questions dans le module de questions-réponses ou bien dans le module de chat. Et au fur et à mesure, on abordera les questions que vous pouvez poser. Ce webinaire va se dérouler en 3 temps. Un premier temps donc sur la définition de ce qu'est l'action sociale extralégale, un deuxième temps d'échange sur les déroulements des commissions d'action sociale dans les différents organismes, et puis enfin un temps d'échange avec vous, les participants, et les questions que vous pouvez avoir sur l'action sociale extralégale. Je vais donc laisser pour le moment la parole à Monsieur Azoulay et à Madame Gaucher, qui vont rapidement introduire ce webinaire et puis présenter l'AMGS Mutuelle Europe. C'est à vous. Merci Aurélie. Écoutez, je vais engager un petit peu la présentation. Si on peut avoir la page suivante. Merci. Bonjour déjà à toutes et à tous. Merci pour l'organisation. Merci aussi pour les intervenants de qualité, puisque le sujet est quand même très important à notre sens, nous, mutuelles, puisque l'aide sociale, les commissions d'aide sociale, c'est un peu nos produits ou notre produit différenciant. Alors, rapidement sur la MGS, Mutuelle Générale des Affaires Sociales, elle a pris ses sources dans les années 1922, vous voyez, de par la mutuelle du personnel féminin des administrations publiques qui, suite à la Seconde Guerre mondiale, avec l'agrément que l'État a donné auprès de corporations et de mutuelles, on appelle ça des mutuelles loi 45, donc nous sommes une véritable mutuelle loi 45, avec 2 mutuelles qui ont été créées, la mutuelle du secours mutuel de l'entraide des personnels du ministère du Travail, et la mutuelle générale du personnel de la santé publique et de la population. Ces 2 mutuelles ont fusionné en février 1970 pour créer la MGS. Donc, on retrouve le mot social dans la mutuelle. On retrouve aussi les valeurs de solidarité et les valeurs, bien évidemment, humaines liées à des organismes complémentaires. Concernant Mutuelle Europe, avec qui nous avons fusionné en 2018 pour créer l'ensemble du portefeuille MGS, dont la spécificité et les valeurs qui ont été gardées pour Mutuelle Europe. Elle a été créée en 1967 quand même, au Centre Europe, puisque c'est
un centre qui se trouve dans le 9e arrondissement à Paris, rue d'Amsterdam, d'où le nom Mutuelle Europe, parce que là aussi, ce centre Europe a pour vocation de soigner des personnes en fragilité, 300 médecins, plus de 3000 consultations par jour sur ce type de population. Mutuelle Générale, c'est près de 100 000 personnes protégées en santé et en prévoyance, sur des offres évidemment très ciblées, bien évidemment, sur la partie fonctionnaire, puisque c'est un peu le pool de nos adhérents. État, c'est par exemple des inspecteurs du travail, des gens des ARS, hospitaliers et bien sûr territoriaux sur l'ensemble du panel. Je passe rapidement la main à Catherine sur l'aspect produit. Je reprendrai sur les valeurs sociales et les commissions. Merci. Catherine, il faut que tu nous mettes ton son, s'il te plaît. Ça ira mieux, effectivement. Bonjour à tous, excusez-moi. Donc, merci de votre présence. Donc, rapidement, ce que je voulais dire dans la continuité de Laurent, c'est qu'on a une forte volonté au niveau de la MGS de proposer des solutions pour l'ensemble du public. Donc, dans l'ensemble du public, il y a les personnes effectivement de la fonction publique, un peu de privé, et puis les personnes sous tutelle et les personnes qui ont accès à la CSS, puisque nous assurons et nous gérons via un partenariat avec Alméris la CSS. Donc, ce qu'il faut garder à l'esprit, notre petite c'est que nos valeurs ne sont pas des mots vains et que vraiment on les applique au quotidien. Alors du coup, pour le côté des offres sur la marque Mutuelle Europe, il n'y a rien de bien original par rapport au marché, étant donné qu'on qualifie nos offres en fonction du lieu de résidence de la personne. Vous avez parfaitement l'habitude de cela. Et donc, on essaie systématiquement surtout d'associer à ces offres un certain nombre de services. Alors, en premier lieu, pour les adhérents, pour bénéficier du tiers payant, du réseau mutualiste, pour avoir une assistance qui est adaptée à leurs besoins et un panel de services également liés à notre partenariat Santé Claire, dont l'objectif est de baisser le reste à charge de nos adhérents et surtout de décrypter les devis et les soins qu'ils vont avoir afin d'y voir clair et d'être toujours dans une notion d'accompagnement et d'éclairage. Bien à cela, la marque de fabrique des mutuelles, effectivement, loi 45, à savoir l'action sociale qui est particulièrement développée. Laurent, je vous passe la main juste pour faire un petit topo sur l'action sociale pour Mutuelle Europe. Oui, merci Catherine. Donc, bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, la notion d'aide sociale via nos commissions d'aide sociale sont ancrées dans nos valeurs. C'est d'ailleurs dans notre article 13 de nos statuts, vous pourrez le consulter sur le site internet mgs.fr, où dans ce circuit, nous avons effectivement des commissions qui permettent de statuer sur l'entraide lorsque des personnes, au-delà des soins des remboursements de soins, ont un reste à charge supérieur à 0. Pour la partie Mutuelle Europe, on a été encore plus réactif, puisqu'on sait que les mandataires sont demandeurs de réactivité et aussi de qualité. Et parce qu'on a confiance en eux, nous avons ce circuit où directement le directeur ou moi-même, nous statuons sur les demandes d'entraide. Ces demandes d'entraide sont d'ordre, on va dire, très classique. J'ai eu très récemment une personne qui avait été amputée de ses deux jambes, qui avait besoin d'une rampe pour pouvoir bouger sur sa terrasse. Nous avons abondé de quelques centaines d'euros sur ces dépenses pour que justement cette personne, à la demande du mandataire, puisse avoir les conditions pour se déplacer. J'ai envie de dire que l'aide sociale chez nous et dans Mutuelle Europe porte elle-même ses valeurs et sont complètement dans le sujet. On a près d'1 million d'euros qui sont alloués chaque année sur l'ensemble de nos portefeuilles, y compris Mutuelle Europe, pour lesquels on abonde encore une fois sur de la notion d'aide vis-à-vis de la santé. Le circuit, encore une fois, est long. On a confiance au mandataire judiciaire. On sait que le mandataire doit être un peu expert dans la mutuelle, dans les aspects administratifs, bien sûr dans le légal. Et quelque part, c'est le seul moyen aujourd'hui d'aider l'adhérent directement par l'intermédiaire du mandataire sur ces notions de commission d'aide sociale qui seront bien sûr améliorées dans le temps, améliorées non pas sur le délai de traitement. Je pense qu'on est très, très réactif. Hein, en près de 24 heures, on peut réagir. C'est vraiment dans la qualité et dans la notion de qualité d'apport vis-à-vis donc de l'adhérent et de la personne qui bénéficie d'une mesure. Voilà sur le sujet un petit peu de nos commissions d'aide sociale qui sont classiquement apportées dans beaucoup d'organismes et qui ont vraiment notre valeur depuis, vous le voyez, depuis 1922, puisque le mot entraide et le mot social sont portés dans le monde de notre mutuelle.
Merci pour votre écoute. En relais du coup opérationnel sur le terrain, nous avions l'équipe de Mutuelle Europe qui depuis est complétée par l'équipe des commerciaux, des conseillers mutualistes MGS. Et donc, vous avez à vos côtés en région pour accompagner les mandataires 2 experts. Donc, c'est l'équipe ex-Mutuelle Europe et puis une quinzaine de conseillers MGS qui ont été formés et qui peuvent désormais vous accompagner pleinement sur l'ensemble de vos dossiers, la compréhension et l'accompagnement à vos quotidiens si vous avez des questions sur la mutuelle ou sur les CSS, etc. On a voulu, et ça c'était à l'origine de Mutuelle Europe, on a voulu un extranet qui est dédié aux mandataires qui leur permettent d'être en totale autonomie pour faire leur devis, pour aller chercher une contractualisation en ligne et ensuite pour avoir accès à leur portefeuille et faire un suivi digne de ce nom en totale autonomie. Donc, vous avez là les services qui sont proposés. Il y a aussi depuis cette semaine, je crois, l'accès direct à la CSS, à l'adhésion CSS sur l'extranet MJPM. L'extranet MJPM est accessible directement sur notre site internet et sur le site internet historique de Mutuelle Europe. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin sur le descriptif de notre volonté opérationnelle d'être proche de vous et de vous aider dans votre mission au quotidien. Merci pour cette intervention. On va passer à la définition de ce qu'est l'action sociale extralégale avec Karen Guay. Karen, merci pour votre disponibilité et votre intervention aujourd'hui. Alors, est-ce que rapidement, on peut définir ce qu'est l'action sociale extralégale et aussi ce qu'elle n'est pas ? Oui, bien sûr. Alors, l'action sociale extra-légale, donc de par ces termes, elle vient compléter tous les dispositifs légaux qui sont mis en place via le législateur français. Donc, c'est soit elle vient compléter dans le sens où elle vient améliorer les conditions, elle vient apporter des outils supplémentaires. Ça va être le cas sur des organismes comme la CAF, les CCAS, les conseils départementaux, qui ont des dispositifs légaux et qui localement décident de rajouter des aides supplémentaires, de mettre en place des dispositifs supplémentaires, mais aussi des associations ou tout autre organisme qui met en place un autre dispositif avec un règlement spécifique à sa structure, à sa localité ou à la thématique qui est abordée. Donc, j'ai envie de vous poser la question, autant de commissions ou d'organismes qu'il y a de départements, de régions, de localités, de types d'organismes, en fait, Oui. C'est très varié, voire c'est même difficile parfois de s'y retrouver. Tout à fait, ça peut être la difficulté en effet de l'extra-légal, du coup, du fait que ce soit très individualisé en fonction des organismes, des régions, des dispositifs locaux. La communication, pour le coup, l'information de ces dispositifs n'est pas forcément toujours évidente. On a déjà parfois du mal à connaître les dispositifs légaux, alors les extra-légaux, ce n'est pas simple. Et du coup, en effet, en fonction de chaque localité et de chaque problématique, il faut aller un petit peu fouiller. Même si on le verra, il y a quand même des axes principaux, des repères, des réflexes qu'on peut avoir. D'accord. Alors justement, qui sont ces organismes? Quels sont-ils? Ces organismes, alors on ne va pas en faire une liste à l'après-vert, mais quels sont ces organismes qui participent à cette action sociale extra-légale? Bon, on l'a vu, hein, les organismes, tous les organismes qui sont principalement connus, administration française, tels que la CAF, tels que la Sécurité sociale, la MDPH, tous ces organismes ont très souvent des dispositifs extra-légaux qui sont réglementés par un règlement intérieur lié à leur fonctionnement interne. Après, ça peut être très, très large. On va avoir des associations, on va avoir les caisses de retraite complémentaires, les mutuelles. Là, on est vraiment dans l'exemple typique. Voilà, on a ces grands repères-là. Après, on reste sur de l'associatif et du très local. D'accord. Et du coup… Action Logement également, j'ai oublié de le dire, est
D'accord. Et du coup, Allez-y, allez-y. à chaque fois, les organismes ont des critères. Est-ce que ça peut s'adresser à des publics spécifiques ou est-ce que ça s'adresse à tout un chacun qui a un besoin à un moment donné? Oui. Comment ils définissent de manière générale eh bien, les critères de distribution financière? Dans les grandes lignes, en fait, chaque dispositif va avoir un petit peu ses critères. On va avoir des critères d'objet de la demande, hein, des critères de thématique. Par exemple, Action Logement, on va intervenir sur le logement, la sécurité sociale, sur tout ce qui est aspect santé ou dépendance. Donc ça, c'est un critère. On va avoir parfois des critères de statut. Statut de salarié, statut d'adhérent mutuel, statut de retraité fonction publique. Voilà, donc ça, c'est un autre critère. Et puis, très souvent, en complément, justement, les règlements prévoient les critères plus précis, tels que les critères de quotient familial, de ressources, de composition familiale, etc. D'accord. Et du coup, quels sont les sujets sur lesquels on peut faire appel à ces organismes pour des demandes d'action sociale? Eh bien, c'est tout aussi large que l'ensemble des dispositifs existants. On a par habitude les plus gros sujets qui sont souvent abordés, je le disais, c'est la santé, la dépendance, le logement, l'école, la scolarité, c'est aussi possible, le handicap, et puis tout ce qui est un petit peu plutôt de l'ordre de l'aide vitale pour pouvoir subvenir aux besoins d'une famille, que ce soit les factures d'eau, l'alimentation, etc. Donc là encore, c'est vraiment très large. D'accord. Donc, du coup, est-ce que pour nos participants, est-ce que l'on peut, par exemple, faire 2 cas pratiques pour expliquer un peu comment, sur 2 typologies de problèmes, le mandataire ou l'assistante sociale va agir et va aller demander ces aides? Oui, bien sûr, je vous ai préparé deux exemples qui peuvent un petit peu parler aux intervenants. Si on prend l'exemple d'une personne âgée, 80 ans, qui est atteinte d'une pathologie type Alzheimer, qui vit seule, les dispositifs de base sont mis en place, hein, APA, APL, etc. Mais cette personne a besoin d'un aménagement spécifique de sa salle de bain pour pouvoir être maintenue au domicile. Et au-delà des dispositifs légaux, il y a un reste à charge important de cette personne. Donc là, on va voir qu'on est sur de la thématique de la santé et de la dépendance. Donc, à partir du moment où on est santé-dépendance, on va forcément passer par la case action sociale de la CARSAT, puisque c'est vraiment le premier acteur en termes de dispositif extralégal qui va concerner tout ce qui est santé-dépendance. Ensuite, on va pouvoir compléter avec des organismes tels que la mutuelle santé, la caisse de retraite complémentaire, et pourquoi pas d'autres associations locales, type association Alzheimer, qui parfois ont aussi des dispositifs complémentaires. L'objectif est bel et bien d'avoir un plan d'action avec un cofinancement où on fait intervenir chaque acteur en fonction de son degré de priorité. Et deuxième exemple, donc là on est sur une population plus jeune, avec une jeune femme qui a des enfants, avec là encore une problématique santé type bipolaire. Cette personne, elle est salariée, elle a un emploi, elle travaille, elle touche aussi une pension alimentaire. Elle a mis en place tous ces dispositifs, tous ces droits légaux qui vont être les droits de la CAF, par exemple. Mais dans le cadre de la pandémie, cette personne subit un arrêt un petit peu plus long prévu avec une baisse de ressources, même minime, mais qui va suffire à déstabiliser son budget. Et du coup, elle peut avoir des difficultés à régler son loyer, voire des factures d'eau ou d'électricité. Donc là, comme on disait, on touche au logement. Le logement, on va forcément penser à deux organismes qui vont être le FSL du conseil départemental. Mais là, il y a des conditions de ressources. On pourrait supposer que cette personne-là va peut-être dépasser les plafonds. Et dans ce cas-là, l'autre organisme auquel on peut penser, ça va être Action Logement. Action Logement, qui est un organisme dédié aux personnes salariées et qui, du coup, sont confrontées à une difficulté
de maintien dans le logement dans un contexte soit de baisse de ressources, soit d'augmentation des charges soudaines. Voilà, donc là, on va pouvoir solliciter par exemple Action Logement pour l'aider à avoir une subvention pour régler un mois de loyer, par exemple, si c'est la difficulté est à un mois de loyer, et pourquoi pas une facture d'électricité ou si ça tombe au moment de la taxe foncière ou de la taxe d'habitation, pardon. Voilà, elle peut avoir un coup de pouce à ce niveau-là. Et là encore, en complément, si le montant de la difficulté est plus important et qu'on veut essayer de faire un cofinancement, on peut là encore solliciter, pourquoi pas l'action sociale de la CARSAT, puisqu'on est quand même dans une problématique santé aussi, puisque les difficultés de gestion peuvent être en lien avec sa problématique santé. Mais on peut solliciter la CAF parce qu'il y a des enfants et des associations locales encore. Alors, j'ai une question justement d'un participant qui demande, est-ce qu'il faut être bénéficiaire des organismes pour les solliciter, par exemple, pour solliciter l'action sociale de la CAF? Est-ce qu'il faut être bénéficiaire de la CAF? Pas forcément, pas forcément. Pour certains organismes, oui, je le disais tout à l'heure, ça peut être un critère d'éligibilité, d'être bénéficiaire de par son statut ou de par son lien de client, entre guillemets, ou d'adhérent, mais d'autres non. Je cherche l'association Secours Populaire, Secours Catholique, etc. Vous pouvez très bien ne pas être bénéficiaire tout au long de l'année et à un moment donné subir une situation plus compliquée. Et dans ce cas-là, souvent accompagné d'un travailleur social, vous pouvez déposer une demande d'aide exceptionnelle dans le cadre d'un dispositif extra-légal. Le conseil départemental aussi, vous pouvez ne jamais être en lien avec l'assistance sociale de secteur et à un moment donné répondre aux autres critères pour pouvoir bénéficier, en tout cas déposer une demande. Oui, en préparant ce webinaire, Karen, on parlait par exemple des caisses de retraite complémentaires, oui. Où par idée, on se dit que c'est réservé aux retraités, alors qu'en fait, non, c'est aussi ouvert à tous les gens qui cotisent en fait aux caisses de retraite, donc aux salariés. Exactement. Nous, en tant qu'assistante sociale du travail, les caisses de retraite complémentaires font partie des plus gros acteurs que nous pouvons solliciter, puisqu'en effet, ils se dirigent, ils sont à la disposition des salariés cotisants, retraités et salariés. Là encore, chaque caisse peut avoir son propre règlement et ses propres critères, mais c'est un des principaux organismes qu'on va pouvoir solliciter, en effet. Pareil, est-ce qu'il y a des organismes auxquels on ne va pas penser? Je pense par exemple même à l'employeur, si employeur il y a. Est-ce qu'il y a des types d'organismes qui vraiment ne vont pas nous venir à l'esprit, alors que ils seraient tout à fait aptes, en tout cas, à faire passer un dossier en commission? J'ai envie de vous dire un peu tous, parce que par définition, on le disait tout à l'heure, l'extra-légal n'est pas connu, il y a très peu de communication, les règlements sont changeants d'un endroit à l'autre, mais aussi d'une année à l'autre. Donc, j'ai envie de dire un peu tout le monde. Alors après, oui, très souvent, là où on ne pense pas, c'est les mutuelles, justement. Les gens ne savent pas qu'il y a de l'action sociale au sein des mutuelles. On sait qu'il y a souvent de l'assistance, mais pas forcément de l'action sociale. Toutes les associations locales. Voilà, ça va être surtout ça. Et puis, pourquoi pas, en effet, en interne des entreprises, les CSE ou les employeurs, même si c'est de plus en plus réglementé, là encore, mais au sein des entreprises, parfois, il peut y avoir en effet des caisses d'entraide. Oui, il y a aussi les grands organismes d'État, comme la SNCF, EDF, voilà. auxquels on pense comme entreprise, mais on n'imagine pas que ils peuvent avoir une influence aussi de ce côté-là. C'est vrai. Alors justement, une fois qu'on a notre problématique, une problématique santé, une problématique d'endettement, une problématique spécifique à la personne, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on arrive à trouver toutes ces informations? Comment est-ce qu'on rédige aussi un dossier d'aide, un dossier de demande? C'est vrai que ça peut sembler compliqué. Je pense que le plus important, c'est d'arriver à se dire quelle est la problématique, quelle est la problématique dominante, en tout cas, dans l'accompagnement qu'on fait. Si la problématique, elle est le logement, si elle est la santé, déjà, on l'a vu, on a des idées qui nous viennent en tête de base, qui doivent d'ailleurs être sollicitées très souvent. C'est-à-dire qu'on prend l'exemple d'une problématique santé. Si vous sollicitez la caisse de retraite complémentaire,
pour demander une aide financière suite à une baisse de salaire, etc., la complémentaire vous dira forcément solliciter l'action sociale de la CARSAT en priorité. C'est pour ça qu'il faut bien cibler la thématique qu'on va mettre en avant pour demander l'aide, un petit peu expliquer cette problématique, savoir en quoi cette problématique a impacté le budget et implique la demande d'aide financière. Et à partir de là, de façon synthétique, tant que possible, arriver à mettre en avant le budget, les ressources, les charges, démontrer la difficulté financière, un découvert bancaire, une facture qui ne passe pas parce que le budget ne le permet pas. Donc, décrire le budget, préciser aussi si on n'est pas dans du surendettement. Si on est dans du surendettement d'office, très souvent, les commissions d'action sociale vont dire ben non, là, on relève du surendettement. Ça veut dire que si on apporte une aide financière à cette personne, on sait très bien que dans 3 mois, ça va recommencer. Donc, l'aide financière n'est pas la solution au problème, n'est pas la vraie solution au problème. Donc, ça, c'est vraiment un point auquel il faut penser quand on est dans la gestion budgétaire. Et puis pour finir, du coup, justifier le montant de l'aide et le plan d'action qui va avec, dire combien on sollicite et à qui, pour montrer aussi qu'on a bel et bien fait appel à tous les acteurs possibles. Plus on va solliciter d'acteurs, plus on va être dans une démarche de cofinancement, plus on va encourager les commissions sociales à participer. On est vraiment dans la construction de plans d'action et de projets. Donc là, ce que vous nous dites, c'est-à-dire que quand on veut faire, avant même de solliciter les organismes, il faut déjà avoir structuré un plan d'action. Tout à fait. Il faut déjà au préalable savoir à qui on va s'adresser et comment ils peuvent s'additionner entre eux. Tout à fait. Et ce que vous me disiez, c'est que en fait, c'est ce qu'on met là sur cette slide, c'est qu'un rédactionnel social, ça a vraiment des règles d'écriture, fond et forme, auxquelles voilà, il ne faut pas déroger parce que à la lecture, enfin, ce qu'il faut se dire, c'est que dans une commission d'action sociale, on n'a pas forcément le temps. Voilà, on n'a pas forcément beaucoup de temps pour lire les dossiers, donc du coup, il faut qu'à la lecture, immédiatement, on comprenne les tenants et les aboutissants. Oui, tout à fait. M. Buisson et M. Azoulay pourront certainement le confirmer, mais plus l'écrit est synthétique et clair et va à l'essentiel, plus cela va faciliter la prise de décision et encourager les accords, et parfois avec des accords qui peuvent être vraiment importants et très aidants. Et du coup, est-ce qu'il y a des demandes de justificatifs? Alors, ça va peut-être dépendre des commissions, ouais. Mais sur quel point il faut vraiment appuyer pour eh bien, valoriser sa demande? C'est pour ça que l'écrit est important, en fait, parce que l'écrit doit vraiment être la photographie et de la situation, mais aussi des documents qu'on a sous les yeux. Certaines commissions vont demander des justificatifs, d'autres non. Donc, alors là, moi, je parle en tant que travailleur social. On est vraiment missionné pour le coup avec un regard d'expert et quand on fait un écrit, on assure que ce qu'on dit a été vérifié. Donc, dans l'idéal, quoi qu'il en soit, les personnes qui vont faire la demande, y compris les collaborateurs, les mandataires, doivent vérifier en effet la véracité des propos pour pouvoir en effet s'assurer que ce qui est écrit est véridique et qu'en cas de contrôle, certaines commissions sociales ne demandent pas de justificatif, mais peuvent quand même à un moment donné, être soumis à contrôle par l'URSSAF, par exemple, ou autre. Et du coup, c'est très important de s'assurer que ce qui est indiqué est en adéquation avec les documents, les factures, etc. Très souvent, quand on est sur des factures, par exemple, on parlait de problèmes de rampe ou de coûts d'intervention chirurgicale, etc., de soins importants, par exemple, c'est au moins sur devis. Sur devis, sur bordereau de remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, etc. Voilà, on doit avoir des éléments qui corroborent complètement la demande. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il faut indiquer dans ces dossiers, est-ce que c'est demandé les montants qu'on souhaiterait recevoir? Ou est-ce que c'est à l'appréciation de la commission? Oui, logiquement, oui, puisque du coup, là encore, ça va corroborer notre plan d'action. Voilà, on a besoin de 3 000 € pour installer une rampe. Et voilà, la NDPH a accepté via la PCH de participer à telle hauteur. L'action sociale de la CARSAT à telle hauteur. Donc, nous, on demande la différence et on précise le montant. C'est mieux.
Très bien. Alors moi, je pense que c'est mieux. Et du coup, est-ce que les organismes ont parfois des grilles de montants préétablies, voilà, ou est-ce que c'est à chaque fois du cas particulier? Non, il peut y avoir des grilles, il peut y avoir des barèmes, il peut y avoir des seuils, il peut y avoir des plafonds. C'est lié vraiment à chaque organisme, à chaque dispositif. Ouais. D'accord, donc du coup, quand on prépare son dossier, son plan d'action, il faut bien avoir en tête, si on peut avoir la connaissance déjà de ça, des montants qui pourraient être Ouais. attribués par Ouais. telle ou telle commission, et du coup, Ouais. quelle addition ça peut faire au final. D'accord. Exactement. On peut prendre l'exemple, par exemple, de la CAF ou de la Sécurité sociale, enfin la CARSAT. Le règlement est revu tous les ans, donc on peut se procurer, alors plus ou moins facilement, mais en tout cas, on a en droit de demander les conditions, enfin les dispositifs, le règlement de l'année en cours, avec les plafonds, avec les seuils de caution, etc. Alors, très bien, mais alors, une fois qu'on a son plan d'action, comment est-ce qu'on fait appel à ces commissions? Alors, c'est quoi on va dire, le processus? Comment est-ce qu'on prend son téléphone? Est-ce qu'on envoie par des plateformes? Est-ce qu'il faut connaître quelqu'un dans l'institution pour que ça fonctionne? Comment on fait? Là encore, soit on a vraiment connaissance du dispositif et en effet, la première chose, c'est de prendre contact par téléphone, pourquoi pas, soit on a accès via Internet ou via un réseau à un formulaire à compléter avec la procédure à suivre. C'est très variable, là encore. Si on ne sait pas, si on est dans le doute, le mieux est d'appeler les différents organismes en question. Demain, vous êtes confronté à une situation exceptionnelle autour on va dire, de départ en vacances des enfants. Départ en vacances des enfants, on va penser à la CAF. Donc, le mieux, c'est de contacter la CAF et dire, voilà, est-ce que dans le cadre de l'action sociale extra-légale, vous avez des aides au niveau de la CAF spécifiques et puis remonter un peu le puzzle de cette façon. C'est vrai que c'est un travail qui peut être un petit peu lourd, mais plus on le fait correctement en amont, plus les dossiers les plans d'action sont clairs derrière. Et du coup, est-ce que on peut faire appel plusieurs fois au même organisme pour des accompagnements plus réguliers, ou est-ce qu'une fois qu'on a fait appel, on le fait une fois et puis comme c'est très exceptionnel comme aide, voilà, on ne peut plus resoumettre de dossier pour d'autres problématiques pour la même personne? Ça va dépendre. Très souvent, moi, par habitude, j'ai l'habitude d'entendre qu'on peut solliciter une fois le dispositif d'action sociale par an. Maintenant, tout dépend de la situation. Hein. Si vous avez fait une demande au mois de février dans un contexte précis avec un besoin ponctuel et argumenté, et que non pas 13 mois après, mais 10 mois après, la personne est à nouveau confrontée a un besoin de soutien financier et qu'on peut à nouveau l'argumenter. Au niveau de la CARSAT, par exemple, on peut le retenter, tout s'argumente en fait. Il faut se renseigner. Alors, ce que ça nous dit aussi, c'est que préparer ces dossiers-là, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de connaissances aussi, hein. Il faut quand même connaître son réseau local, savoir comment les organismes au niveau de son département ou de sa région fonctionnent. Ça demande beaucoup de temps de veille, d'information et puis voilà, de connaissances. Alors moi, j'avais deux questions. La première, est-ce que comment on fait déjà pour s'assurer eh bien que tous les dispositifs légaux sont mis en place? Est-ce qu'il faut faire appel quand même à l'assistance sociale du secteur? Et ma deuxième question, est-ce que ce sont les assistantes sociales qui peuvent accompagner ou aider les mandataires judiciaires sur cette question-là? Tout va dépendre du niveau de connaissance et de formation du mandataire qui va accompagner la personne déjà. Mais si elle a des doutes, en effet, prendre contact avec l'AS de secteur pour vérifier que les droits correspondant à la situation familiale et financière de la famille ou de la personne sont sollicités. On va penser forcément, les allocations familiales, très souvent, c'est un peu d'office, mais là où il y a beaucoup d'oubli, c'est la prime d'activité, c'est les demandes d'allocation logement. Donc ça, ouais, il faut le vérifier. Donc, soit la personne, elle a quand même déjà ces informations-là, elle peut faire son budget et on va deviner que globalement les droits de base sont mis en place. Si on parle de handicap, mais qu'on voit pas qu'il n'y a pas de travail, qu'il n'y a pas d'AH, on peut forcément se poser la question de si la personne
a fait la demande ou pas. Donc oui, il y a un travail d'enquête à faire un petit peu précédemment pour pouvoir, en effet, une fois de plus, diagnostiquer et poser tous les outils, quoi. Donc, il ne faut pas hésiter à les contacter, les organismes, sinon, encore, je sais que c'est compliqué et que parfois ça peut être un peu long, mais ça peut valoir le coup d'appeler la CAF, d'appeler la MDPH, d'appeler la Sécurité sociale et de s'assurer que déjà les droits de base, les IJ sont versés en temps et en heure, l'invalidité, est-ce qu'elle est versée, est-ce qu'elle a été revalorisée, est-ce que la déclaration de ressources a bien été envoyée. C'est assez complexe, mais oui, c'est très important de vérifier ces éléments-là. Et du coup, pour les mandataires, comment est-ce l'idée, c'est d'avoir quand même connaissance des différents services d'accompagnement sociaux dans les organismes. Comment est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce que il leur faut voilà, avoir un lien régulier avec l'assistante sociale de secteur du département? Comment est-ce qu'ils peuvent entretenir cette relation pour les différentes personnes qu'ils vont représenter? On peut avoir deux angles d'approche. Soit on peut aborder ça de façon plutôt globale et départementale et de se dire que voilà, on est sur tel département et du coup, on fait un petit peu un état des lieux des dispositifs locaux. Et donc là, on va forcément déjà appeler la CAF, je le disais, l'action sociale de la CARSAT, pourquoi pas le CCAS si on est sur une grande ville. Donc, ces gros partenaires qui sont facilement entre guillemets ciblés et repérés et demander les fameux règlements ou les formulaires, voilà, comprendre un petit peu globalement comment ça fonctionne. Et dans ce cas-là, une fois qu'on a fait ça, on sait qu'on est déjà un peu outillé pour l'année entière et on n'aura plus qu'à compléter avec des associations plus spécifiques ciblées sur une thématique ou de l'association caritative. Soit on est en effet dans un accompagnement individuel et là encore, soit la personne est déjà connue travailleur social, conseil général par exemple, ou CCAS, et pourquoi pas avoir un contact en effet régulier avec cette personne et l'intégrer dans l'accompagnement. Soit c'est vraiment au cas par cas, au fur et à mesure, recontacter ces fameux interlocuteurs en fonction des problématiques. D'accord, mais pour vous, à un moment dans ces demandes et dans ces réalisations de dossiers de demande, c'est judicieux de quand même en discuter avec un travailleur social, une assistante sociale, qu'elle soit de secteur ou d'un des organismes. Oui, si on le peut, oui, c'est mieux. C'est mieux. Si on est sur une thématique santé, d'office, j'inviterais à contacter l'assistante sociale de la CARSAT et d'exposer la situation en disant voilà, j'accompagne telle personne qui est dans telle problématique, les droits légaux sont mis en place, les IJ sont bien versés, on est actuellement confronté à telle difficulté. Qu'est-ce que vous, CARSAT, pouvez faire et éventuellement, est-ce que vous connaissez d'autres dispositifs que je peux solliciter? Si on est sur la problématique logement, on va contacter soit la CAF, soit le conseil départemental via le FSL, soit Action Logement. En fait, l'intérêt, c'est avec un peu de chance, parce que ce n'est pas toujours le cas, hein, les travailleurs sociaux sont aussi pas mal sollicités et la tête dans le guidon, mais l'objectif, c'est de trouver une personne qui va quand même avoir une connaissance du réseau local et des dispositifs et qui va pouvoir vous aiguiller et perdre moins de temps dans vos recherches. Oui, c'est-à-dire que quand même, quoi qu'il se passe, il y aura quand même un travail, en tout cas pour le mandataire, hein, dans ce cas précis, mais sinon même pour l'individu, du coup, s'il n'est pas sous tutelle, il y a une démarche personnelle quand même à faire pour ces demandes d'action sociale. Oui, un minimum en tout cas. Après, c'est pour ça que je parlais de personnes ressources. C'est vrai que plus on va trouver une personne ressource, moins on va soi-même se fatiguer ou décourager la personne qu'on accompagne en l'orientant vers 3, 4 organismes et en prenant le risque qu'ils se prennent, entre guillemets, soit qu'on lui donne des informations qu'il ne comprend pas, parce que ces informations-là ne sont pas forcément compréhensibles par tous, soit se voit des portes, enfin des refus. Oui, il y a quand même des échanges entre professionnels. Et de garder la personne accessible. Ouais. Il y a un échange entre professionnels à avoir. Ouais, c'est mieux. D'accord. Oui, toujours avec l'accord de la personne, bien sûr, un secret professionnel avant tout, etc.
D'accord. Est-ce que nos participants ont des questions à poser à Karen plus précises sur le déroulement, la rédaction des dossiers de demande, voilà, le process qu'on a compris, assez parfois fastidieux, pour trouver les organismes qui pourraient aider. N'hésitez pas à utiliser les modules de chat ou de questions-réponses. Alors, nous avons une question qui est de poser. Combien de temps en moyenne faut-il pour avoir un retour suite à une demande d'aide? C'est tout aussi variable que tous les autres éléments que nous avons évoqués. D'une commission à l'autre, ça peut être différent. Voilà, j'ai des caisses de retraite complémentaires. À une époque, c'était 3 mois de délai d'instruction. Autant vous dire que ça ne sert pas à grand-chose du coup. Et en ce moment, par exemple, j'en ai contacté une ce matin, il y a une commission toutes les semaines. Voilà, la sécurité sociale en Sarthe, c'est une commission par mois, c'est très variable. Donc là aussi, d'où l'intérêt de rentrer en contact avec les travailleurs sociaux, ces fameux organismes, si on parle, enfin si ce sont eux qu'on sollicite, parce que c'est aussi un bon moyen des fois de s'assurer qu'on va envoyer le dossier en temps et en heure pour qu'il passe à la prochaine commission et qu'on ne loue pas un wagon à 2 jours près, par exemple. Mais c'est très variable. Et puis là, comme la MGAS, c'est quasiment journalier. Donc, Oui, en fait, il va aussi falloir dans son plan d'action voir ce qui va être de la notion de l'urgence et puis de ce qui va être des choses qui peuvent être financées plus tôt dans le temps. C'est vrai que là encore une fois, ça va être le plan d'action préparé à l'avance qui va permettre de savoir comment se positionner par rapport aux organismes. Complètement. En sachant qu'en fonction des thématiques, on sait très bien que les organismes visés eux-mêmes sont adaptés. Si on est sur de l'aide alimentaire, par exemple, les dispositifs extra-légaux, malgré tout, essaient de faire en sorte d'être dans des délais raisonnables, du genre 1 semaine. Si on est sur des financements d'équipements plus gros, les commissions, avec des financements plus lourds, parfois les commissions peuvent être un peu plus longues, mais il y a moins d'urgence. On peut supposer qu'il y a moins d'urgence. Alors, j'ai 2 questions. La première, est-ce qu'une réponse est toujours apportée, même si elle est négative, même s'il y a un refus de la commission, est-ce qu'on est notifié de ce refus? Ça dépend une fois de plus, je suis désolée, ça va dépendre des associations et des organismes. J'ai un exemple de l'association La Semaine de la Bonté, voilà, qui n'apporte pas de réponse. Si c'est négatif, on n'a pas de nouvelles, ni travailleurs sociaux, ni mandataires, ni le salarié ou la personne elle-même. D'autres, oui. Très souvent, par contre, les organismes privilégient la réponse seulement à l'assuré, enfin, ouais, à la personne concernée. Notion de secret professionnel oblige de plus en plus, ils ne nous apportent pas à nous, aux mandataires, aux intervenants intermédiaires, les réponses. Donc, c'est souvent la personne elle-même qui est destinatrice de la réponse. D'accord. Donc, il y a aussi un suivi à avoir de ce côté-là pour savoir dans le temps, ou en tout cas, s'il y a eu réponse. Tout à fait. J'ai une autre question. Est-ce qu'on peut indiquer à une de nos participantes quels pourraient être les organismes qui peuvent aider pour financer des obsèques? Oui. Ah, vous voulez que je réponde à ça, là? C'est ça la question? Si vous avez, voilà, sinon ça peut être une réponse que l'on peut faire ouais. ultérieure. Eh bien, les obsèques, on va une fois de plus vérifier avant tout les droits de base. Est-ce que le capital décès sécu a été demandé? Est-ce qu'il y avait une prévoyance avec un capital décès également? Est-ce que la mutuelle prévoit également dans son contrat dans ses garanties une participation aux frais d'obsèques? Une fois qu'on a vérifié ça, on vérifie le reste à charge de la personne et on peut solliciter l'action sociale de la CARSAT. Voilà, c'est pas forcément. On est sur de la santé, décès santé, donc on peut solliciter l'action sociale de CARSAT, l'action sociale de la mutuelle, l'action sociale de la caisse de retraite complémentaire. Et puis après, quand on est sur des thématiques décès suite à un cancer, suite à un accident de la route, etc., il y a des associations spécifiques qui parfois peuvent également aider. Voilà, mon mari est décédé d'une pathologie cancer, je suis dans telle situation, il me gère un reste à charge. Est-ce que vous voulez bien m'aider? Et là encore, l'idéal, c'est de faire un cofinancement, voilà, solliciter tout le monde. D'accord. Mais là, du coup, on voit bien la notion d'urgence quand même. Oui, alors tout est relatif là. Il faut très souvent faire patienter les organismes de pompes funèbres. D'accord. C'est très variable. D'accord.
J'ai une question, alors peut-être que la personne pourrait préciser. Est-ce qu'il existe un lien entre les assistantes sociales et différents organismes lorsque nécessaire? Est-ce que Alors, les assistantes sociales entre elles dans les différents organismes? très rarement, alors par le simple fait que nous sommes soumis au secret professionnel et que très souvent, c'est un peu difficile. Ou alors, il faut avoir l'accord express de la personne voilà, qui va dire à son assistante sociale de secteur, j'ai vu mon assistante sociale d'entreprise, elle va vous appeler, je vous autorise à lui donner tous les éléments pour qu'elle puisse monter le dossier de demande d'aide financière. Il faut vraiment que ce soit très explicite. Moi, je sais que très souvent, je fais par exemple, si j'envoie un salarié vers une collègue de la CARSAT, de la MDPH ou autre, soit j'ai les coordonnées, je fais un petit mail, un petit topo, soit je mets un petit mot au salarié en disant vous donnez ça à la dame et vous lui dites que vous êtes OK pour qu'elle m'appelle et qu'on puisse communiquer quand vous la voyez. Dans l'idéal, on peut communiquer, mais en présence de la personne. D'accord, donc il y a quand même à chaque fois, même pour ces commissions et ces demandes d'aide, il y a bien à tenir compte du secret professionnel des uns et des autres et du respect, voilà. Oui, complètement. Ça permet aussi de maintenir la personne en question actrice, en fait. Elle doit rester au centre des actions qui sont menées pour sa situation et ça garantit aussi ça. Après, la réalité est que quand même, vous pouvez avoir des travailleurs sociaux qui se bloquent un peu derrière le secret professionnel pour très peu communiquer. Mais là, c'est vraiment propre à chaque personne et à chaque professionnel. Mais c'est une réalité, il faut le savoir. Alors, la personne complète l'exemple d'une assistante sociale du centre de rééducation qui passe le relais à l'assistante sociale du département pour un retour à domicile. On est exactement dans ce cas de figure. C'est tout à fait possible avec l'accord du salarié. Alors, ça ne sera pas forcément un salarié, c'est que vous travaillez beaucoup avec le monde ou l'adhérent, oui, tout à fait, c'est des réflexes. Mais oui, tout à fait. Là, je vous dis, à préconiser, c'est que l'assistante sociale en question fasse un mail à l'autre collègue en disant, voilà, j'ai rencontré monsieur ce jour, avec son accord, pouvons-nous nous appeler, etc. Il faut toujours, en fait, avoir un petit peu blindé à l'écrit le fait qu'on a l'accord du salarié. D'accord. Et du coup, le mandataire, lui aussi, le mandataire, lui aussi, doit suivre, en fait, tous ces échanges, puisqu'il est aussi au centre de cette relation. Oui, alors là, la difficulté du mandataire, lui, je ne sais pas dans quelle mesure il est soumis au secret professionnel, etc. Là, ça va dépendre vraiment de son statut à lui et de la législation qu'encadre son poste et ses missions. Donc ça, c'est à vérifier. Et en fonction, soit c'est une fois de plus secret professionnel ou à minima discrétion professionnelle. Et c'est mieux de bien cadrer les choses, de bien éclaircir avec la personne qui l'accompagne l'autorisation de communiquer. Soit il n'est pas soumis et dans ce cas-là, avec l'accord de la personne, il peut communiquer tout pareil. Et du coup, voilà, Karen, comment ça se passe? Mais même vous, peut-être que vous le vivez, vous l'avez vécu, quand la personne n'est pas en capacité. Quand la personne n'est pas en capacité de suivre du tout ce type de cheminement, quoi, de processus. Alors, tout va dépendre de son. Si elle n'est pas en capacité, ça veut dire qu'il y a une mesure de protection à mettre en place pour pouvoir faire en sorte que tout soit mis en place pour l'accompagner. Donc, ce sera le rôle du mandataire. Ouais, j'ai une remarque qui dit aussi qu'il y a les CCAS et le conseil département qui peuvent aider pour participer pour les personnes non salariées. Alors, je pense que ça devait être sur la question des obsèques aussi, peut-être. Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu. Et j'ai une personne qui fait une remarque sur le fait qu'il y a aussi les CCAS et le conseil départemental qui peut participer quand les gens ne sont pas salariés, ils n'ont pas forcément… On peut solliciter également les CCAS, les secours populaires, les associations caritatives, divers. Mais souvent, ils vont intervenir en dernier, puisque en priorité, on doit solliciter par exemple l'action sociale de la CARSAT et la mutuelle, parce qu'on est bel et bien sur de la santé, des conséquences de la santé. D'accord. Excusez-moi, je branche juste mon ordinateur, j'ai oublié de le brancher et je vais vous perdre sinon. D'accord. Ah oui, restez avec nous, s'il vous plaît. Voilà.
Alors justement, on va passer, si vous n'avez plus d'autres remarques ou questions particulières sur la rédaction des écrits et puis sur ce processus, on va continuer justement le processus de l'action sociale extralégale en passant à la commission d'action sociale, c'est-à-dire en fait les décisionnaires, hein, comment ça se déroule, comment ça fonctionne. Et alors là, du coup, je vais demander donc à Karen, à Karen Gouet, à Monsieur Jacques Buisson et à Laurent Azoulay de bien vouloir mettre leur micro. On va échanger ensemble sur le déroulement. Alors évidemment, hein, chaque commission a son propre déroulement, mais si on peut avoir des exemples ou en tout cas un processus général. Comment ça fonctionne, Monsieur Buisson, une commission d'action sociale? Alors, déjà, marquer que ce qui a été évoqué là pour amener un dossier qui correspond, je dirais, au fonctionnement de la commission, tout ce qui a été donné comme conseil était tout à fait pertinent et correspond à ce que moi je connais du fonctionnement des commissions dans les organismes de sécurité sociale. Donc, c'est un bel éclairage et ça permet de gagner du temps et en efficacité. Alors, le fonctionnement d'une commission, alors nous sommes là dans le cas de l'extra-légal, hein, et ces commissions, enfin ces fonds extra-légaux ont été constitués, mais je dirais dans l'histoire de la sécurité sociale, dans ses fondamentaux de l'après-guerre, mais je ne vais pas refaire tout le déroulé, mais sont d'une certaine manière ont une place assez particulière dans le fonctionnement des conseils d'administration. Donc, il y a des commissions qui sont mises en place au moment de l'installation de ces conseils d'administration, avec très souvent dans les organismes de sécurité sociale un équilibre qui est posé au niveau du paritarisme. Donc, vous avez une représentation employeur, vous avez une représentation des salariales, et vous avez, suivant les organismes, une présence tiers. Ça peut être les familiaux dans la CAF, ça peut être des associations ou des institutions en lien avec la santé au niveau des CEPAM. Donc, on a déjà cet équilibre de la commission. Ensuite, il y a un fonctionnement de commission, donc ça a été évoqué avec ses règlements intérieurs. Alors, il y a quand même des fortes améliorations ces derniers temps, et là, pour les personnes qui nous écoutent, Internet est vraiment un outil maintenant, vraiment une vraie amélioration pour accéder à ces documents. Donc, normalement, mais là aussi, hein, comme on est dans l'extra-légal, il y a beaucoup de choses qui devraient être en place, qui ne le sont pas toujours. Mais théoriquement, au niveau des grands sites des institutions, CAF.fr, Amélie et autres, avec le code du département, vous arrivez donc dans les pages locales, et normalement devrait être présent le règlement, ce qu'on appelle le RIAS, le règlement intérieur de l'action sociale individuelle, et il est téléchargeable et normalement il est à jour. Là aussi, hein, c'est pas une règle générale, mais avant mon intervention, j'ai vérifié sur mon département, puisque je suis effectivement administrateur national, mais je suis aussi président de la caisse d'allocation familiale du Bas-Rhin, et donc j'ai vérifié sur le Bas-Rhin, autant CEPAM que CAF, les documents sont en place, ils sont à jour, et donc tout travailleur social ou mandataire judiciaire peut accéder à la connaissance de la modalité. Alors, ces commissions vont statuer en général une fois par mois. Il y a des lieux où c'est plus fréquent, hein, ça a été évoqué en fonction aussi de l'organisme et de la nécessité d'aller vite. En tout cas, dans les caisses d'allocation familiale, souvent, on n'intervient pas sur les situations, je dirais, de première urgence. On laisse ça à d'autres. On est plutôt sur des interventions, sur des difficultés structurelles. Donc, le temps doit un peu moins jouer, d'autant que souvent, dans ces organismes, il y a la possibilité d'avoir des aides relativement conséquentes. Alors, c'est parfois des dossiers un peu compliqués à mener. Pour certaines CAF, ça peut être parfois même un peu un parcours du combattant, mais avec au final une intervention qui peut être costaud. L'exemple de mon département, on a un règlement qui permet d'aller un peu plus vite et de donner délégation au service. Donc là, c'est l'administratif qui va décider avec
des barèmes et des règlements que le conseil d'administration a statué. Donc, ça peut aller hors des commissions, donc plus rapidement, et cela jusqu'à des sommes allant jusqu'à 1 500 € dans mon département. Pour les dossiers plus compliqués, donc 1 500 et ça peut aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros, là, ça passe en commission et donc on peut estimer que s'il faut 1 mois, 2 mois, 3 mois pour monter un dossier qui permet d'avoir 4 000 €, je dirais il n'y a rien d'insupportable dans ce cas-là. Et vous présentez donc votre dossier. Dans le premier cas, s'il y a délégation, ce sont des professionnels de l'action sociale, mais qui là vont travailler sur la base de barème, ce qui avait été évoqué. Si on est sur un passage devant les administrateurs, il y a parfois des barèmes, mais c'est plutôt, je dirais, une histoire, des habitudes et des cas de figure très, très, très changeants. Ce qui est parfois un peu particulier, on se dit, ce sont des non-professionnels, c'est des gens qui vont réagir avec leur sensibilité personnelle, parfois avec des sensibilités qu'on ne partage pas, sur des avis sur les situations personnelles des uns et des autres et des avis qui peuvent parfois faire bondir, mais c'est ça aussi la réalité de ces commissions. Mais à l'inverse, avec des situations qui peuvent recueillir l'assentiment de la commission. C'est en général 4-5 personnes, hein, ce n'est pas non plus une grande tribune. Que la situation va être aidée de façon très notable avec la possibilité de faire des travaux pour quelqu'un qui serait handicapé, par rapport à les situations familiales, une intervention assez massive pour permettre à une personne isolée avec des enfants qui doit travailler, sa voiture a brûlé pour X raisons, avoir la capacité de pratiquement acheter un nouveau véhicule. Donc voilà un petit peu ces choses-là. Et je resterai quand même assez prudent sur le fonctionnement exact de chaque commission, parce que là encore, et ça a été très bien dit, il n'y a pas une commission qui fonctionne de la même manière. C'est le défaut et parfois les qualités de ces commissions. Justement, Monsieur Buisson, je voulais vous voir avec vous parce que c'était assez étonnant. Enfin, quand on ne connaît pas le fonctionnement, par exemple, d'une CAF, sur ce type de commission, le triptyque employeur-salarié, c'est un peu étonnant parce même si en y réfléchissant, c'est eux qui financent, donc voilà, qui participent aux commissions, voilà. Mais comment est-ce qu'on arrive à gérer ce rapport de force entre les salariés et les employeurs qui en fait vont avoir leurs problématiques l'un par rapport à l'autre, et puis comment le représentant familial du coup quand c'est un membre de l'UNAF arrive à pondérer et à expliquer un peu lui avec sa vision familiale des situations, puisque souvent des collèges employeurs vont avoir plutôt une vision, on va dire, employeur, et puis les salariés vont défendre les salariés, mais ce n'est pas forcément défendre les familles. Oui, enfin, c'est les joies du paritarisme, mais en même temps, c'est aussi l'implication personnelle. Et maintenant, bon, je siège en CAF depuis 1996. Je n'irai jamais dire que les postures des syndicats sont de tel ordre et celles des patrons d'un autre ordre. J'ai rencontré des choses où, si on ne savait pas l'étiquette, on aurait pu se tromper si on avait fait ça à l'aveugle. Donc, je pense que c'est vraiment une histoire de personnes, c'est une histoire de tradition, c'est une histoire aussi de capacité des services, et c'est là aussi l'implication et de l'environnement professionnel. C'est-à-dire que souvent, dans ces organismes, il y a quand même des travailleurs sociaux qui sont plus ou moins écoutés. Il y a des travailleurs sociaux ou des mandataires qui sont aujourd'hui avec nous, qui vont proposer des dossiers. Et à force d'amener des dossiers, à force de réfléchir, c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, c'est mieux d'essayer d'avoir un contact avec les professionnels de l'instance, parce que ça permet de faire vivre et donner un peu de chair au dossier. Et il faut en fait traiter la commission, qui est une commission qui est très chargée d'affect et de réactions un peu humaines. Et donc, le dossier il va être monté différemment
que si vous le faites pour une instance légale, où là, vous êtes sur un barème, vous y avez le droit, vous n'y avez pas le droit, votre situation, c'est ça, c'est pas ça. Là, vous êtes sur quelque chose d'autre. Et en fait, c'est ça qu'il faut manier. Il faut pas non plus faire pleurer dans les chaumières, mais en tout cas, il faut être conscient de quel est votre interlocuteur en face. Et cet interlocuteur qui soit pas trop, il n'est pas forcément rude avec les personnes qui ne travaillent pas, et les syndicaux sont pas forcément très sympathiques sur certaines situations. Donc ne nous arrêtons pas là-dessus. Par contre, les fonds sont vraiment des fonds qui doivent correspondre, je dirais, au sens de chaque institution. Pour la caisse d'allocation familiale, nous intervenons uniquement quand il y a présence d'enfants. Quelqu'un qui est isolé, bénéficiaire de l'AH ou du RSA, qui est donc allocataire de la caisse d'allocation familiale, ne pourra pas prétendre à une aide extra-légale de la caisse d'allocation familiale, sauf si celle-là, dans son règlement, a prévu une petite somme pour quand même aider les choses. Mais de façon générale, c'est vraiment la présence d'enfants pour la CAF. Pour la Sécu, c'est autre chose, et pour les différents organismes de sécurité, ça va être encore une dernière chose. Aussi un point sur les aides extralégales qui là fonctionnent avec un peu d'automatisme. Il a été évoqué les aides au départ en vacances, par exemple. Là aussi, on passe d'une période où c'était un peu le grand foutoir au niveau du territoire, avec chacun son bon CAF, la façon de l'utiliser. Depuis quelques années, un peu plus de 15 ans, a été mis en place un dispositif qui s'appelle VACAF. Et au jour d'aujourd'hui, pratiquement 100% des CAF passent maintenant par ce dispositif d'aide au départ aux vacances, que ce soit pour la famille, que ce soit pour l'enfant par le biais d'une colo ou autre. Et là, ce sont des dispositifs beaucoup plus automatiques. Vous avez un QF, vous avez une valeur de bon qui lui aussi est décidée par le conseil et qui peut varier d'un conseil à l'autre. Donc, il y a toujours cette différence d'un département à l'autre. Alors, quand c'est des départements limitrophes et que la famille habite juste à côté, elle a le voisin du département à côté, elle ne comprend pas pourquoi l'autre avec un QF de 700 a quelque chose et ça s'arrête à 500 dans l'autre. Le bon, il est de 20 € là, il est de 30 € là, ou on peut partir une semaine ou 15 jours suivant qu'on soit dans le département X ou Y. Donc, ça, c'est le défaut, mais moi, je reste assez convaincu que dans ces organismes, il y a une place pour cet espace-là. Et quand j'écoute les travailleurs sociaux, ils sont parfois critiques et parfois ils disent heureusement qu'existent encore ces fonds, qui sont, et vous l'avez dit aussi, pas toujours utilisés à plein. En l'occurrence, dans ma CAF, malgré la communication que nous faisons, on a quand même des sommes conséquentes qui sont réservées, on ne dépense pas tout chaque année. Donc là aussi, et parfois, c'est toujours les mêmes travailleurs sociaux qui reviennent parfois avec les mêmes familles. Donc ça aussi, on a essayé de passer le message en disant c'est pas un 13e mois non plus. Mais ça aussi, c'est une responsabilité des travailleurs sociaux et c'est pour ça que la communication que vous faites aujourd'hui, je la trouve très intéressante parce que ça peut élargir aussi le panel des demandeurs. Alors justement, dans une commission, on a parlé des dossiers, des rapports de force et du côté très humain. Est-ce que vous pouvez nous décrire à peu près combien de temps une commission a pour chaque dossier? Est-ce que c'est très variable ou est-ce qu'il y a des dossiers, ça va être en quelques minutes et puis d'autres où il va y avoir débat, donc ça va être plus long? Là aussi, tout dépend du fonctionnement de cette caisse. Dans celle que je préside, on a fait l'option il y a quelques années d'avoir confiance à l'analyse des services sociaux. Et donc, on a donné une délégation qui va jusqu'à 1 500 €. On fait partie, je crois, des délégations les plus hautes sur les pratiques des CAF. C'est souvent beaucoup plus faible, ça peut être 500 € et dans certaines, il n'y a pas de délégation. Alors, quand vous n'avez pas de délégation, vous traitez tous les dossiers. C'est-à-dire que vous avez un temps qui est évidemment limité, une capacité d'attention et c'est pas forcément, c'est pour ça que nous, on a fait un autre choix pour que ce qui est du plus habituel, le plus maîtrisé par la pratique du travail social, on puisse laisser aux professionnels la capacité de le faire. Et en plus, ça leur permet de l'inscrire dans ce que nous avons essayé de développer au niveau national, qui est le parcours de l'allocataire.
C'est-à-dire qu'on a identifié des parcours de vie difficiles, la séparation, le décès d'un enfant, toutes ces choses très compliquées à vivre. Et donc, les services, dans ce cadre-là, ont un petit peu construit une pratique et ça peut le faire assez vite. Ce qui fait que les dossiers plus rudes, plus durs, sont plus rares. J'ai regardé le rapport d'activité 2020, bon, qui est une année particulière avec le Covid, mais on a fonctionné en visio. Il y avait pour la partie commission que 50 dossiers qui ont été vus, mais sur des montants très élevés. 50 dossiers, il y avait 10 commissions dans l'année, ça fait 5 dossiers. Alors, il y a possibilité de prendre 20 minutes par dossier ou un quart d'heure, avoir une vraie présentation et de décider sur un montant important. On a quand même, je crois, 80 000 € pour ces 50 dossiers, donc c'est quand même pas rien. Non, même plus, je crois qu'on a dépassé les 100 000, donc on est sur un niveau moyen assez élevé. Et sur la partie déléguée au service, on a un beaucoup plus grand nombre et donc avec une capacité de traitement. Mais ça, c'est un choix local qui a été porté par un conseil d'administration, mais qui ne s'appliquera pas sur l'ensemble du territoire. Donc, je ne peux pas vous dire que c'est comme ça chez vous. Tout le monde. Chez tout le monde. J'ai 2 questions. Une première, est-ce qu'il y a des commissions, est-ce que vous avez connaissance de commissions où les commissions demandent à rencontrer le travailleur social qui fait la demande, une sorte d'oral, de présentation de sa demande où tout est à l'écrit? Alors non, moi j'ai pas connaissance de ça. Par contre, j'ai eu connaissance de dossiers qui ont été reportés avec la demande qui est faite au service de reprendre contact avec le travailleur social, parce qu'en l'état du dossier on le refuse, mais on sent bien qu'il y a quelque chose derrière qu'on n'a pas compris, et donc ça c'est des choses qui sont possibles. Mais sinon non, et c'est anonyme. Hein. C'est-à-dire que là aussi, maintenant, ça fait quelques années. Moi, quand j'ai commencé, on avait le nom de la famille. Si c'était notre voisin, on savait toute sa vie. Hein. Mais ça fait assez longtemps. Je crois que bien avant je crois que dans les CCS, parfois, il y a encore les noms. Pas mal d'institutions, des fois, parce que je siège dans d'autres instances du fait de mes délégations. Et encore tout récemment, j'ai vu des demandes où il y avait les noms qui étaient… qui apparaissaient. Par exemple, dans la commission d'attribution logement, vous avez les noms, ça de façon encore… alors qu'au niveau des CAF, et je crois qu'à la Sécu, c'est pareil, hein, c'est le numéro allocataire. Hein. D'accord. Impossible de savoir qui c'est. Et alors, j'ai une autre question. Quand le budget annuel n'est pas totalement utilisé, il va où? Est-ce qu'il est reporté sur l'année d'après? Non, pas dans les organismes de sécurité sociale. Tout ce que vous ne dépensez pas, il repart à Paris. Et puis, donc, ça, c'est des choses que nous ne faisons pas. C'est-à-dire que nous avons une multitude de raisons et de bonnes raisons de dépenser l'argent. Donc, on fait des budgets rectificatifs. Quand on sent qu'on n'est pas bon, soit dans un sens, soit dans un autre, on réajuste. Et puis, au conseil d'administration du mois de décembre, on fait les notifications qui vaut bien pour les dizaines ou centaines de milliers d'euros non consommés. On va les mettre en investissement sur un projet ALSH, pour jeunesse. Enfin, on n'a pas vraiment de mal à dépenser. À utiliser l'argent non dépensé. Bon, il y a des organismes qui arrivent à être écrétés, mais ce n'est pas le cas dans mon département. D'accord. Merci, Monsieur Buisson. J'avais une question donc, pour Laurent Azoulay qui nous a un peu expliqué déjà comment ça fonctionnait à la MGS Mutuelle Europe. Est-ce qu'on peut être un peu plus précis sur le processus? Par exemple, un mandataire adhérent de la mutuelle qui a un besoin prochainement, qui découvre un peu la commission d'action sociale extra-légale de la mutuelle. Comment ça se déroule? Est-ce qu'il doit prendre contact? Comment ça se passe? Tout à fait. Je voulais juste ouvrir une petite parenthèse pour témoigner de façon vivante et concrète sur les bons de vacances de la CAF, puisque j'en ai bénéficié. Vous allez me dire, c'est assez commun, mais j'en ai bénéficié quand j'étais jeune. Vous savez, je suis le 9e d'une famille de 10 enfants. Donc, j'ai encore souvenir de mon père avec les bons de caisse d'assurance familiale où on partait en colonie avec mon petit frère, le dernier en vacances. Donc, vous voyez,
Ça remonte à loin, mais encore une fois, c'est très concret et c'est vrai que ces aides-là sont formidables pour des familles nombreuses, encore une fois, et puis pour des personnes qui sont en difficulté sociale. Alors, nous concernant effectivement sur la partie MGS, il y a deux process, j'ai envie de dire. Le premier, c'est sur le portefeuille historique, les fonctionnaires qui aussi ont des difficultés de parcours. Il y a de l'endettement chez les fonctionnaires, ce n'est pas que chez le privé, où il y a effectivement un processus assez, on va dire, précis, un peu contraint, qui passe par les sections. Nous avons des sections locales qui représentent bien sûr nos délégués pour l'Assemblée générale et qui opèrent les commissions d'aide sociale que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc, les personnes viennent, et ça c'est assez historique, ils le savent, c'est drainé par le réseau, ils apportent des justificatifs selon lesquels ils n'arrivent pas à financer des soins dentaires malgré la complémentaire MGS et la partie sécurité sociale. Donc, ils montent un dossier en local. Ensuite, en local, ils abondent entre 400 et 500 euros, 800 euros selon les dossiers pour compléter le reste à charge. Et ça remonte bien sûr en national, puisque le reste à charge est vu en national et tous les règlements se font en national. C'est de l'ordre entre une semaine et on va dire plusieurs semaines selon les cas, si le dossier est complet. De nature, évidemment, donc c'est des soins liés à la santé, il nous arrive d'abonder sur des soins qui sont un peu d'ordre sociaux, une personne qui a eu une difficulté sur son loyer, ça nous est arrivé de le faire, même si ce n'est pas dans nos missions. D'abord parce qu'on sent la sincérité de l'adhérent lorsqu'il est en vraie difficulté, que c'est urgent, eh ben on abonde. On est arrivé quelquefois de payer un loyer lorsque la personne était vraiment en grande difficulté et franchement on le voit, ça se sent dans le dossier, bien sûr avec les justificatifs. Donc ça c'est le process MGS. Sur la partie mandataire, comme je disais tout à l'heure, ça vient plutôt, j'ai envie de dire, des commerciaux, des chargés de développement. Chez nous, on appelle ça, qui sont en contact des mandataires et qui peuvent capter le besoin. Donc, le mandataire fournit aux chargés de développement les mêmes justifications et justificatifs sur des soins. Donc, ça peut prendre quelques jours, le temps de réunir les pièces de facture, les factures tiers payants. Et ensuite, ça vient directement sur Paris, donc dans mon bureau, pour être très précis, ou dans le bureau du directeur. Et en quelques jours, c'est validé et en quelques jours, c'est réglé auprès du mandataire pour que, encore une fois, la personne qui bénéficie d'une mesure soit bénéficie rapidement de cette aide. Donc, c'est vraiment deux comportements différents. Je le disais tout à l'heure, le mandataire, je pense que c'est une personne, j'ai envie de dire, assermentée, à qui on a une confiance, qui a besoin de rapidité. Je pense que la mutuelle ne doit pas être son problème. Les soucis sont bien autres, vous le savez, sur les personnes protégées, administratifs, ça peut être même d'ordre légal. Donc, il faut que nous, on soit réactifs. Et ça fait partie un peu de notre ADN, et notamment sur Mutuelle Europe. Lorsque on a récupéré Mutuelle Europe, cette spécificité est entrée un peu dans le système, celui historique que je vous évoquais sur MGS. Et finalement, il convient. On est arrivé à s'adapter et on n'a pas eu de rupture avec l'avant 2018, date à laquelle on a récupéré et on a fusionné avec Mutuelle Europe, et après 2018. D'accord, très bien. Alors, Monsieur Buisson, Monsieur Azoulay, je voulais vous interroger pour un peu conclure voilà, cette table ronde sur les commissions et sur l'action sociale extralégale. Quel avenir vous lui voyez à cette action sociale extra-légale, par exemple? Alors, ce qui est intéressant, c'est vous, Laurent, en tant que dirigeant d'une mutuelle qui est aussi un acteur privé, et vous, dans les commissions et vous, Monsieur Buisson, dans les commissions d'organismes publics. Quel avenir vous lui voyez? Est-ce que c'est quelque chose qui va être en expansion, ou est-ce que c'est quelque chose qui, au contraire, va se réduire pour d'autres formes de financement? Je peux répondre effectivement pour la CAF. Là, c'est plus ma casquette chef de file de la délégation à la CNAF. Je ne suis pas super optimiste pour la poursuite des aides extra-légales. Déjà, dès que vous prononcez le mot extra-légal, ça fait bondir certains. Et il y a eu pas mal de rapports, que ce soit de la DGCS ou de l'IGAS, et à chaque négociation de convention d'objectifs et de gestion, c'est les règles du jeu qui sont signées entre les organismes de sécurité sociale et l'État, qui ont lieu tous les 5 ans. À chaque fois, c'est remis en cause. Et comme ces fonds sont
sont abondés par les dotations socles des organismes, ceux-là sont amenés à être soit à maigrir de façon un peu forte, soit être transformés soit en prestations de services, soit en ligne d'enveloppes nationales qui sont pilotées par la maison mère. Donc, pour les CAF, c'est la CNAF. Donc, les fonds locaux et les fonds de dotation locale sont en diminution. Ça représentait, je ne sais plus, 3 ou 4 milliards il n'y a pas si longtemps. Le dernier mandat, c'était 850 millions. Là, il y a eu le basculement encore de certaines choses. On va finir cette coge avec 450 millions de dotation socle pour les CAF. Donc, vous voyez bien cette perte-là. Donc, l'avenir, c'est déjà, on espère que les organismes de sécurité sociale garderont une gouvernance forte, qu'il y ait toujours des administrateurs. Donc, ça va dépendre très certainement de la modalité future de la gouvernance de nos organismes de sécurité sociale. Donc, on dépasse largement le champ de la question des aides extralégales, mais c'est un état d'esprit. Et comme je vous le disais, moi, j'ai eu un regard plus varié sur ces aides extralégales, mais avec tout ce que j'ai pu voir sur ces dernières années, je trouvais que c'était quand même un bel outil, et c'était aussi un beau moyen de bien impliquer aussi les administrateurs sur la réalité des situations aussi de leurs allocataires. Et je pense que ce serait une perte. Et donc, la délégation que je mène au niveau de la CNAF va essayer, dans nos rencontres avec les hauts fonctionnaires, notamment de l'IGAS et autres, de les persuader que finalement, c'est peu d'argent, que ça amène quand même du liant et des capacités de faire sur le terrain. Donc là, on peut être aidé aussi par des remontées de terrain et des temps de travail comme celui d'aujourd'hui, et pour ne pas tout normaliser, laisser un petit peu de marge. Mais de notre côté, je pense qu'il y a aussi un travail d'harmonisation, un travail quand je vous disais que certaines CAF ne déléguaient pas du tout à leur service, ça ne plaide pas en faveur, je dirais, de ce que devraient être des fonds extralégaux, avec un mixte entre quand même des barèmes et un peu de la technicité et du professionnalisme, et garder cette chose-là. Donc, je vais continuer à essayer de me battre sur ce domaine, mais ce n'est pas gagné, quoi. D'accord. Et vous, Monsieur Azoulay, dans le monde, on va dire, un peu plus des entreprises privées ou mutualistes, comment vous voyez, comment ça se passe aussi chez vos confrères? Est-ce que les commissions d'action sociale sont vues comme un outil utile par les mutuelles, par exemple? Bien sûr, c'est dans les valeurs des mutuelles. La loi 45, je le disais, Aurélie, c'est le corporatisme qui existe. Forcément, une personne qui est en difficulté, au-delà de rembourser les soins selon des tarifs et des garanties qui sont bien précis, on est amené à aider ces personnes telles que je l'exprimais tout à l'heure. On a des grands groupes de protection sociale. Évidemment, quand on discutait avec un grand groupe récemment, ces 2,9 milliards de cotisations encaissées, ils ont 300 millions d'euros d'aide sociale. Alors, évidemment, c'est beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup par rapport aux 2,9 milliards. Nous, c'est près d'1 million sur 63 millions de cotisations. C'est 1,6% de nos cotisations. C'est pas mal, 1 million pour nous. On est 100 personnes, 90 000 personnes protégées, donc forcément, les ratios sont différents. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on souffre un peu des problématiques du virage numérique. Les gens veulent tout de suite l'information. Même les gens aidés, même les gens qui ont des difficultés sociales, et je sais ce que c'est. Encore une fois, on était 10 enfants à la maison, je sais ce que ça veut dire. Il y a l'immédiateté aujourd'hui qui est demandée aussi bien de la part de la personne qui veut être aidée, mais aussi on l'exige de la part de ceux qui vont aider. Alors, on sait aujourd'hui que les organismes, les administrations ont des difficultés de coordination, des difficultés d'informatisation. Il y a eu d'ailleurs une loi qui est en cours, qui permet de doter de 2,2 milliards, je crois, dont 1,2 milliard pour rééquiper les administrations en ordinateurs, quand on sait que certaines commissions ou certaines administrations parfois sont pauvres en ordinateur et en connexion Internet. Donc, vous imaginez derrière leurs difficultés pour ces connexions et ces commissions, pour être réactives et s'interconnecter. Parce que je pense que l'État
la loi française a toujours été, c'est d'intérêt public hein, que d'aider les personnes. Donc, nous, mutuelles, bien sûr, on s'inscrit toujours dans nos valeurs. Ce qui pourrait manquer peut-être, c'est un peu d'échange avec des organismes un peu, j'ai envie de dire, d'État pour pouvoir échanger, partager sur ces valeurs communes et pourquoi pas de façon anonymisée sur des dossiers, parce que moi, ça m'arrive d'avoir des personnes qui demandent de l'aide, mais je me dis, bah, c'est plutôt de l'assistance sociale. Il ne faut pas aujourd'hui, en tant que mutuelle, absorber toutes les demandes d'aide. Je disais tout à l'heure, c'est exceptionnel sur du loyer, mais quand on l'a, bah, c'est vrai qu'on a un peu de mal à qui s'adresser. Alors, du coup, les sections, nos sections, c'est toujours j'ai envie de dire, la base des mutuelles. Les sections locales viennent aider et viennent donner les renseignements auprès de nos adhérents qui ont des difficultés, effectivement, pour aller faire de l'extra social et de l'extra légal. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce virage numérique, d'une part, qui ne nous aide pas. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, il y a forcément, avec cette problématique de Covid, ça a démontré aussi qu'il faut être hyper vigilant sur les difficultés. Qui aurait pensé que tout un pan entier de tourisme, donc derrière la restauration, se retrouve en grande difficulté et tous les services. Et derrière, forcément, ça va donner lieu à des demandes. Personne qui touche que 80% de son salaire pendant certains mois, bah forcément, se retrouve en difficulté. Donc, comment absorber ces pics-là, comment absorber ces demandes et comment effectivement adresser les fonds et récupérer ces fonds. Et auquel cas, bah, il faut encore une fois se battre. On a quand même la chance d'avoir quelques parlementaires et députés qui sont sensibles encore à ces aides extralégales. Il faut, ben, voilà, il faut se battre, comme disait M. Buisson, je le rejoins, hein, il ne faut pas lâcher le morceau, être toujours en défense. Et même chose pour Mme Guez, c'est vraiment, là aussi ne pas laisser, et ça c'est mon dernier mot, ne pas laisser le côté humain, parce qu'on ne traite pas que des dossiers, encore une fois, on traite des personnes, que ce soit sur l'aide sociale ou que ce soit dans les mutuelles, on traite des humains avec de vraies détresses. Et donc forcément, bah, ce n'est pas simple. Lorsqu'on prend une décision, ça nous arrive de refuser une aide parce qu'elle est complètement en dehors, j'ai envie de dire, du champ de la santé, de l'aide de l'ordre de la santé. Très bien. Alors, je vous remercie. Je vous propose de répondre maintenant et avant pour conclure ce webinaire aux questions hein, des participants. Alors, une première question, est-ce que vous auriez des organismes à conseiller pour aider à financer le nettoyage d'un logement diogène? Est-ce que vous avez chacun une idée ou est-ce que voilà, à qui on peut s'adresser pour ce type de… Ça, c'est des projets atypiques qui peuvent correspondre, je dirais, à des organismes comme les CAF, mais il faudrait effectivement qu'il y ait présence d'enfants, ce qui n'est pas toujours le cas dans ces situations de syndrome qui, il me semble, touchent plus les personnes isolées. Mais s'il y avait présence d'enfants, ce serait possible. Mais je dirais le côté un peu extraordinaire, notamment quand il y a un phénomène comme celui-là qui peut être particulièrement impressionnant, une aide extra-légale peut bien correspondre parce que ça rentre dans aucun cadre. Donc, pour la CAF, je dirais, si un dossier arrivait comme ça et qu'il y avait un enfant, là, je ne vois pas la difficulté pour intervenir. Si c'est une personne isolée, ben, il faudra essayer de voir ailleurs et parfois, c'est aussi les communes, puisque souvent, ce type de manifestations impactent la salubrité. Ça peut être des aides communales. Ce sont des situations relativement rares, mais souvent impressionnantes. Et ça peut… Enfin, voilà, je n'ai pas d'autres pistes. Moi, je compléterais en disant que si on est là pour le coup sur le champ de la santé, si on peut argumenter que cet aspect du logement est lié à une pathologie et qu'il y a tout un travail de mise en place en parallèle, par exemple, mise en place d'une TISF ou d'un accompagnement personnalisé au domicile pour assurer que le logement ne sera pas à nouveau dégradé. Pour moi, c'est une demande qui peut être argumentée aussi auprès de la CARSAT, Action sociale CARSAT. Et puis après, tous les autres partenaires qu'on a pu évoquer tout à l'heure, que ce soit les mutuelles ou les associations locales, à partir du moment où ça s'inscrit dans un plan d'action qui démontre que c'est pour le bien-être de la situation et de l'adhérent.
Très bien. Alors, voilà, il reste quelques minutes. Est-ce que les participants ont d'autres questions qu'ils souhaitent poser? Ah, j'ai un... Donc, j'ai un complément. Je pense que ça doit être sur cette question aussi du logement Diogène, j'imagine. Quelqu'un qui a déjà sollicité le CCAS, le conseil départemental et les complémentaires retraite, qui a obtenu une aide complète donc de subvention de 1 500 € de la part du CCAS pour le moment, pour un devis de 3 200 €. Je voulais peut-être évoquer sur ces aspects, effectivement, Diogène, parce qu'il y a aussi des tissus associatifs, hein, des associations qui connaissent très bien ce type de maladie comportementale et qui pourraient peut-être aider par rapport au logement concerné à la personne. Les associations ont souvent sont de bons relais et peuvent diriger effectivement les familles qui sont un petit peu, qui veulent aider la personne dans ce type de logement. Donc, les associations sont souvent de bons apports et viennent faire le relais avec les mairies, comme disait M. Buisson, ou des services sociaux dans les mairies. Et ça, je pense qu'il faut regarder. Les associations, en général, elles sont assez connues, j'ai envie de dire, dans les quartiers. Elles sont très, très actives là-dessus aussi. Est-ce que nos participants ont d'autres questions qu'ils souhaitent aborder dans les quelques minutes qui nous restent? N'hésitez pas. Redire qu'il y a des possibilités de montage, hein, de dossiers, hein, donc je le rappelle, hein, toutes les enveloppes, et ça, c'est pas que dans notre département. J'ai eu écho effectivement d'enveloppes qui sont plutôt sous-consommées, donc n'hésitez pas. Et le côté aussi de la complémentarité, enfin de la mutualisation des demandes, c'est-à-dire solliciter plusieurs organismes. Et on a une formule dans notre département qui a été institutionnalisée, hein, qui s'appelle, je crois, la CAFI, qui est en fait le regroupement de plusieurs aides institutionnelles. Donc, il y a la CEPAM, il y a la CAF, la CARSAT, il y a les associations caritatives, il y a le CCS de la ville de Strasbourg. Alors, c'est sur un périmètre territorial de la ville de Strasbourg, hein, donc c'est pas tout le département. Et dans ce cadre-là, j'ai vu passer des montages de dossiers, mais qui étaient, c'est parfois 6 mois de montage, mais vous changez la vie de la famille, ça c'est clair, hein, par rapport à l'aboutissement, parce qu'il y a une mobilisation, il y a une cohérence, il y a un parcours, une implication et tout ça. Donc, c'est sans doute aussi des possibilités de montage avec d'autres professionnels, quand surtout la situation est particulièrement grave. Si c'est juste des accidents de parcours, ça, en tant que professionnel, je pense que vous savez gérer ça sans trop de difficultés. Par contre, quand vous êtes sur des trucs un peu comme la situation à la Diogène dont on parlait, mais ça peut être des choses avec un problème de maladie d'un enfant ou alors un drame familial extra. Et là, la mise en œuvre de une synergie et professionnelle et des différents fonds. Et puis le fait qu'une commission, ça on peut le dire, une commission qui a accepté un endroit, ce n'est pas automatique pour les autres, mais on se dit, ah oui, ils ont donné ça, donc on va participer, on sent qu'il y a un élan un peu collectif. Et n'hésitez pas, si vous avez une situation qui le justifie, ça peut faire un truc intéressant. Alors voilà, donc pour conclure ce webinaire, on a préparé une petite slide avec Karen sur vraiment voilà, le résumé, alors si on peut résumer 1h30 de conversation, mais le résumé des informations pour la préparation des dossiers et les points importants dont il faut se souvenir. Voilà, donc je vous l'affiche. En parallèle, alors j'ai une remarque, question, une dernière. J'ai découvert depuis peu un site du gouvernement créé pour les jeunes, donc la fameuse opération Un jeune, une solution. Avez-vous connaissance de l'existence d'un site pour les seniors également pour trouver rapidement les aides possibles suivant le profil des personnes? Alors, je vais peut-être demander à Karen, il y a de toute façon déjà un site pour tout ce qui est légal, les aides légales.
Oui, ce dont on a parlé. Alors, du coup, vous allez vous souvenir plus que moi, je ne l'utilise pas parce que voilà, c'est plus dans ma tête et dans mes réflexes, mais c'est aide sociale, je ne sais plus Attendez, exactement. écoutez, je vais aller tout de suite Ouais, le je vous laisse le trouver. retrouver. Ça peut être un repère, hein. Après, moi, par principe, je prends toujours quand même ça avec un peu de pincette parce que il y a des cases qu'on peut remplir peuvent parfois être soumises quand même un peu à interprétation. Et pour le coup, il peut arriver que les droits annoncés ne soient pas la réalité. Donc, à prendre avec des pincettes. L'intérêt, par contre, c'est que ça vous dit vers quel organisme vous pouvez vous orienter pour vérifier et pourquoi pas monter des dossiers en question. Mais là, on est sur les aides légales, on n'est pas sur les aides extra-légales. Alors, de toute façon, ce que je vous conseille, c'est toujours d'aller sur le site du servicepublic.fr, hein, sur lequel vous pourrez retrouver les différents liens qui vous orienteront, hein. Sinon, il y a aussi vous pouvez évaluer les droits, hein, à prestations sociales sur économie.gouv.fr, sur le site du ministère des Finances. Voilà. Voilà, et bien écoutez, je vous propose à chacun un mot de conclusion. Karen, si vous voulez commencer à conclure. Non, je voulais juste éventuellement compléter ce qu'ont dit messieurs Buisson et Azoulay, en effet, sur l'importance des partenariats, des cofinancements, des montages de dossiers cohérents. Et puis, en effet, un peu cette vigilance à la disparition de ces dispositifs qui, à l'inverse, je pense, pour ma part, de mon point de vue, sont de plus en plus nécessaires parce que nous avons de plus en plus de cases et de plus en plus de personnes qui ne rentrent pas dans ces cases. Et ces dispositifs sont vraiment là pour justement accompagner à un moment donné, à un moment précis, une personne qui est juste à côté de la case. Et voilà, moi je pense que dans la réalité actuelle de la société et du contexte français, voilà, ces dispositifs sont plus que jamais un outil précieux et qui justement va réhumaniser un petit peu les relations sociales et permettre aux gens de garder la tête parfois au-dessus de l'eau, ne serait-ce que moralement, même sans parler de finances. Merci en tout cas pour votre écoute et m'avoir permis de participer. C'était très intéressant. Monsieur Buisson? Vous dire que j'ai trouvé votre initiative particulièrement intéressante parce que avec l'amélioration, je dirais, de la connaissance de ces aides un peu particulières, ça améliore aussi le niveau d'arrivée de nos dossiers. Et ça, c'est du gain de temps et d'énergie pour tout le monde. Et le fait qu'elle soit peut-être mieux communiquée peut toucher peut-être des personnes aussi qui, pour l'instant, n'accèdent pas à ces aides extra-légales qui, comme vous l'avez dit en introduction, il faut parfois bien chiner pour les trouver. Et donc, je pense que ce webinaire aurait toute sa place aussi dans la formation des travailleurs sociaux, un peu sur l'ensemble du territoire, parce que c'est vrai que c'est des choses où on ne prend pas forcément assez de temps dans la formation des intervenants sociaux. Donc, des temps de formation continue comme ceux que… Voilà, donc alors je crois que c'est à l'initiative de la mutuelle, donc de féliciter cette initiative, et puis j'espère que vous aurez d'autres créneaux avec des sujets comme ça porteurs. Enfin, félicitations. Et merci de votre écoute aussi. Laurent, je vous laisse conclure ce webinaire. Oui, écoutez, au nom de la MGS, évidemment, et puis de nos élus, hein, puisque les mutuelles fonctionnent avec des politiques et des élus, hein, conseil d'administration qui gère et qui gouverne les mutuelles. Donc, évidemment, c'est l'étincelle qui nous a animés aujourd'hui. On voit qu'il y a aujourd'hui des vrais professionnels en séance qui travaillent effectivement sur des sujets qui vont même jusqu'au-delà du légal. C'est vrai que le terme extra-légal n'est pas toujours approprié. Mais moi, je trouve que le débat d'aujourd'hui permet aussi de repositionner les choses. Je disais, l'humain. Moi, je vois aussi que les valeurs aussi de la République, quelque part, ces lois d'aide sociale, d'intérêt public, c'est 1921, voire même avant. Ensuite, en 60, il y a eu des réformes importantes pour étoffer et puis améliorer, j'ai envie de dire, l'aide sociale. Je crois qu'aujourd'hui, les fondations sont là, elles sont solides, elles n'ont pas bougé.
elles ont subi évidemment les contre-coups des crises financières, les problématiques sociales. N'oublions pas, avant la famille aidait beaucoup les membres. Ça s'est un peu désolidarisé avec l'industrialisation, les années 80, les crises. Donc forcément, on est les derniers remparts. Nous, les mutuelles, les associations, c'est vrai, les associations sont un peu les derniers remparts pour aider les personnes en détresse qui peut-être un jour se relèvent et puis se souviendront d'avoir été aidées et elles-mêmes aideront. Et la chaîne se fera. Et je trouve que c'est très bien ce sujet sur l'extralégal parce que ça permettra de faire perdurer cette chaîne finalement de solidarité qui nous réunit aujourd'hui tous ensemble. Et puis je remercie aussi les participants et puis encore une fois les personnes qui ont assisté parce que on leur demande de relayer un petit peu cet esprit de solidarité. Eh bien, écoutez, merci. Alors, pour les participants, vous avez encore quelques secondes pour répondre à notre petit sondage et particulièrement la question du prochain sujet que vous souhaiteriez voir abordé dans un webinaire bien dédié au MJPM. Voilà, savoir voilà, les types de sujets que vous aimeriez voir traités dans les prochains mois dans ce type voilà, de webinaire auquel vous êtes invité par l'AMGS Mutuelle Europe. Est-ce que les participants ont encore quelques questions? Si ce n'est pas le cas, je vous remercie de votre participation pour ce moment d'échange vraiment, vraiment très fructueux et très intéressant. Et puis, eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. Merci à tous. À une prochaine fois. Je vais juste garder les intervenants quelques secondes en laissant le temps aux spectateurs de bien vouloir se déconnecter à la fin de ce webinaire pour que l'on puisse simplement en discuter rapidement. Merci à tous en tout cas et à très bientôt, a priori au mois de septembre pour un prochain webinaire.